Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Nous débutons cette édition avec ces échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et le directoire national des rois et chefs traditionnels au palais présidentiel. Des discussions qui ont porté sur la récente réunion du directoire en novembre dernier. Le roi d'Enzima Kotoko Nana Tanoé Désiré, président du directoire, a fait au chef de l'État des propositions sur l'engagement des rois et chefs traditionnels à œuvrer pour la paix. Le directoire constitué de 35 membres était conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Des ministres et membres de cabinet ministériel prennent part depuis hier au premier séminaire formel sur la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Le lancement de cette rencontre était placé sous la présidence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Elle va à terme favoriser une e-gouvernance plus efficiente et contribuer ainsi à l'amélioration de la maturité numérique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a présenté lors de la 21e conférence des partis sur le climat en cours à Paris son projet de barrage électrique de Soubré. C'était au cours de l'Action Day, une journée consacrée à la présentation des projets réalisés par les différents pays pour lutter contre le changement climatique. Le groupe africain présent à la COP 21 s'est concerté une semaine après le début de la conférence. Les représentants du continent ont fait le point de l'évolution des discussions aux ministres africains chargés de l'environnement. Mamadou Kwasi pour plus de détails. À une semaine de la fin de la 21e conférence des partis portant sur le changement climatique, le groupe africain se concerte. Il s'agit pour les représentants africains aux négociations de s'accorder sur les points devant contribuer à permettre au continent africain de ne plus subir directement les conséquences du réchauffement climatique. Une situation causée essentiellement par les pays développés. Toutes les positions de l'Afrique sont reflétées, les options sont claires. Heureusement, deux ministres africains vont co-faciliter deux thèmes très importants pour l'Afrique, le thème des finances et le thème de l'action dans la période 2020, c'est-à-dire le thème qui traite de l'urgence de l'action, le ministre de la Gambie et le ministre du Gabon. Donc, et en termes de substance, les positions de l'Afrique sont reflétées aujourd'hui dans le texte. Donc c'est le meilleur moment depuis ces 4 ans, 5 ans que nous négocions sur cet accord-là. La France veut un accord, les États-Unis veulent un accord, ils sont en train de mettre le paquet. On a plus de chances aujourd'hui justement d'avoir un résultat ambitieux que jamais. Selon les différents intervenants, l'Afrique n'est pas allée à la COP 21 pour commander de l'argent, mais pour réclamer justice. Car l'accord doit être contraignant et applicable à tous. Et qu'il y ait plus de transparence dans les mécanismes d'évaluation et au niveau des instruments. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on soit édifié dans l'accord lui-même. Quel serait le type de l'accord? Qu'est-ce que nous entendons par contraignant? Est-ce que la nature de l'accord même a été réglée? Est-ce que c'est un accord tel que le protocole de Kyoto, donc un protocole, ou est-ce que c'est un autre instrument juridique? Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde les 17 ODD qui ont été mis en place au niveau de New York il y a seulement quelques mois, on se rend compte que s'il n'y a pas un leadership mondial, ces objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années ne pourront pas être atteints. L'Afrique veut vraiment aller ensemble dans ces négociations qui s'avèrent un peu délicates et difficiles. Mais nous sommes convaincus qu'ensemble, pays développés et pays africains, nous trouverons au soir du 11 décembre la solution nécessaire. Le renforcement des capacités, le transfert des technologies et le financement des projets de réduction des gaz à effet de serre, ce sont autant d'attentes des pays africains. Au soir du 11 décembre prochain, soit à la clôture de la COP 21, les États africains souhaitent voir leurs préoccupations prises en compte par l'humanité. En défense, le calme est revenu dans la sous-préfecture d'Olodio, dans le département de Tabou. Cette localité a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi dernier par des individus armés. Il y a eu des morts et des blessés. Les forces de défense ont repris le contrôle de la situation et les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. C'est ce que nous dit Abou Sanougou. Olodio, jeune sous-préfecture dans le département de Tabou, d'ordinaire calme. Olodio était dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre la cible d'individus armés. C'était à 5 heures le matin. On a entendu des armes, mais nous tous,
On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Arrivé chez le sous-préfet, on lui a demandé, ah commandant, nous sommes réveillés par des coups de fusil dont on ne sait pas les causes. Donc voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. Il a dit que les militaires lui ont dit que c'est une attaque. Aujourd'hui, Olodio se remet de cette nuit. Les activités ont repris et les populations gagnées auparavant par la peur vaquent à présent à leurs occupations. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ça va même ma santé, mais ça va un peu aujourd'hui. Et vu que ça va un peu, que Dieu, en tout cas, il va faire le reste. Plusieurs forces ont été déployées sur le terrain pour traquer les assaillants et faire revenir la sérénité au sein des habitants de Olodio. Nous sommes une jeune sous-préfecture. On veut aller de l'avant, on vient d'avoir des poteaux, on veut électrifier le village. Mais s'il y a ces genre d'événements, il n'y aura pas de développement. Mais si eux ils sont attaqués, ça veut dire quoi? C'est nous on a attaqué parce que c'est eux, ils sont attaqués, mais après eux là qui vient, c'est nous. Ratissage, bouclage et patrouille dans la ville et ses environs se poursuivent. Les forces de défense maintiennent leur position. N'empêche que la population attend beaucoup des autorités gouvernementales. Je voudrais que les forces de l'ordre soient dotées d'un bon matériel. Nous sommes à la frontière, elle est perméable. On est à 10 km du fleuve. Des mesures sont annoncées par le gouvernement. Et il s'agit du renforcement de toutes les positions militaires, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et la construction immédiate de nouvelles casernes. Dans le domaine du transport, un nouveau système de sécurité et d'identification pour traquer les auteurs de vols et de braquages. Il a été mis en place par la MATCATRAS. Il va être installé à l'intérieur des taxis-compteurs. Doigt de laser. Olivier Kwasi est chauffeur de taxi à Abidjan. Il est souvent victime de vols et de braquages. Il n'y a pas un papier qui prouve que celui-là était chauffeur de taxi-compteur. Il suffit que quelqu'un ait un permis de conduire toute catégorie, il est chauffeur de taxi. Donc, il y a des gens qui prennent des véhicules pour braquer. Donc, ça fait que nous-mêmes, on est victimes. C'est-à-dire, quand on va au commissariat, la police dit que c'est nous. Le producteur aussi, il n'a pas confiance. Comme lui, plusieurs chauffeurs de taxi-compteurs et leurs clients subissent régulièrement des agressions dans leurs déplacements. Pour lutter contre cette forme de banditisme, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan vient de se doter d'un système de sécurité dénommé Matka Trace. Son simple smartphone, et avec notre appli installée sur ce smartphone, il peut donc flasher, c'est-à-dire photographier les QR codes sur l'autocollant et automatiquement ses parents, tous reçoivent le message comme quoi il vient de prendre un taxi tel jour, à telle heure, à telle adresse GPS. Quand le taxi vient garer, voit le badge du chauffeur, voit l'autocollant sur le taxi pour s'assurer que le taxi est authentique. Faire toujours un petit plus pour nos sociétaires. Et donc si on met en place ce système, ils n'auront plus de soucis de vol, de braquage de leur véhicule. Non seulement ça sécurise le taxi, mais ça sécurise tous les passagers à bord. Ce système GPS va permettre de donner la position exacte du chauffeur et de son véhicule en cas d'agression. 20 000 taxis-compteurs de la MATCA vont bénéficier de ce système de sécurité, mais le coût reste encore indéterminé. Les populations des régions du Boclé et du Haut-Sassandra se sont faites dépister du VIH-Sida. Ces séances de dépistage s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'élimination du VIH-Sida chez l'enfant. Serge Coléa. Sur 27 922 personnes dépistées de janvier à septembre 2015, dans le district sanitaire de Sassandra, 341 ont été déclarées séropositives. Ce sont au total 842 malades du sida, dont 40 enfants qui bénéficient d'un traitement antirétroviral. Au regard de ces chiffres, le préfet de la région du Boclé, Ernest Kofi Boni, a invité les populations et les élus locaux à s'impliquer dans la sensibilisation et la lutte contre le sida. Chacun, a-t-il indiqué, doit faire œuvre utile, car le thème de la journée de lutte contre le sida, zéro transmission mère-enfant, zéro décès lié au VIH chez l'enfant, doit être une réalité dans la région. Dans la sous-préfecture de Naïo, une journée a été également consacrée à la lutte contre le sida. Séance de dépistage, démonstration du port du préservatif, sensibilisation sur la prévention de la transmission mère-enfant ont constitué les grandes articulations de cette campagne. Le docteur Julien Ané, directeur départemental de la santé de Issia, a exhorté les femmes mères à connaître leur statut sérologique. Cette tribune
a été saisie par Marie-Esther Latte, présidente du Parlement des enfants du Côte d'Ivoire, pour relever la stigmatisation et l'exclusion dont sont victimes les nombreux enfants et adolescents vivant avec le VIH-Sida. Le préfet du département d'Issia, Benjamin Efouli, qui présidait cette cérémonie, a invité les leaders communautaires et les chefs traditionnels à être des relais des différents messages dans leurs communautés respectives. Il y a 8 mois, le président de la République, Alassane Ouattara, inaugurait la voie express Mohamed VI, voie qui relie les quartiers d'Abobo et d'Anyama. Aujourd'hui, qu'est devenue cette voie? Qu'en pensent les transporteurs et les commerçants? Ouattara, Abdoul Kader et Abou Sanogo tentent de répondre à ces questions. Boulevard Mohamed VI. Il y a quelques années, cette voie qui relie la commune d'Abobo à celle d'Anyama était dans un état de dégradation avancé, donc impraticable. Crevasses, nids de poules, boue et flaques d'eau étaient le décor que présentait cet axe routier. La voie était très gâtée. Pour avoir voiture, même pour aller à l'hôpital, c'était pas facile. Avant, la voie était gâtée, donc on n'arrive pas à travailler en l'aise. Bon, la route était gâtée. Moi, je vendais ici, ça fait 16 ans maintenant. Il n'y avait pas de route même pour aller à Nyama. La route d'Anyama était gâtée. Il n'y avait pas de voiture qui passe. Aujourd'hui, grâce au vaste programme de reconstruction des infrastructures initié par l'État de Côte d'Ivoire, cette route de 2 fois 2 voies, longue de 4,6 km, mise en service il y a près de 8 mois par le président de la République, accroît les échanges économiques entre la cité de la Kola et le reste de la métropole abidjanaise. Il facilite aussi quotidiennement le déplacement de milliers d'usagers. Tu quittes Anyama, à Bobo Anyama, le minute que tu peux prendre, tu peux faire 1 heure de temps même. Mais aujourd'hui, tu quittes Abo souvent dans 10 minutes, même si la voie est dégagée, dans 10 minutes même tu es à Anyama. On est très contents. Depuis la construction de cette voie, tous les magasins ont été rénovés. Les gens ont repris les activités ici. Ça marche. Il y a des voitures qui passent, qui garent pour payer des choses. En tout cas, on est très contents. Infrastructures économiques, ouvrages d'utilité publique, cette voie, tout comme bien d'autres dans le district d'Abidjan, fait déjà les frais d'occupation sauvage, ce qui ne manque pas de créer des accidents. Je dormais 6 bancs. Voiture, je pouvais laisser frais pour venir rentrer ici. Ma mère même est déplacée ici. Le plus gros souci, c'est le manque d'attention des usagers. Je veux parler des chauffeurs et puis des piétons aussi. La fois dernière, on était là, par là, souvent quand les chauffeurs viennent, il y a certains qui veulent tourner sans même respecter les feux. Il y a l'autre qui venait de l'autre côté et puis il y a eu collision entre les 2 véhicules. Si rien n'est fait pour la préservation de cet ouvrage qui a coûté près de 10 milliards de francs CFA, on se retrouvera sans doute dans l'impraticabilité de ce tronçon qui relie Abobo à Anyama. Ce commentaire est signé Hamza Diaby. Le nombre de migrants ne cesse de croître en Allemagne. Le pays a enregistré 200 000 migrants supplémentaires en novembre cette année. L'Allemagne en compte 900 000 depuis le début de 2015. Ce nombre devrait augmenter et atteindre 1 million en cette fin d'année. Roger Appé, Christelle Menon. C'est plus de 900 000 migrants qui ont foulé le sol allemand depuis le début de l'année. Les arrivées de ces demandeurs d'asile dans le pays progressent de plus en plus, selon le ministère de l'Intérieur. Pour le mois de novembre, on comptabilise plus de 200 000 demandeurs d'asile, des chiffres qui devront permettre à l'Allemagne de dépasser le million de demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année. Pourtant, selon les observateurs, la procédure d'attribution des demandeurs d'asile a fortement baissé dans ce pays. L'ONU annonçait la semaine dernière que le nombre de migrants arrivés en Europe via la Méditerranée avait chuté de plus d'un tiers en novembre sur un mois, pointant les conditions climatiques et la lutte contre les passeurs en Turquie. Une baisse qui, selon le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière, serait due à l'influence de la météo, mais aussi aux efforts de la Turquie pour tarir le flux de migrants vers l'Europe après un accord signé fin novembre entre l'Union européenne et Ankara. L'avenir de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi se joue aujourd'hui. Bujumbura est invité à donner des gages à l'institution sur sa volonté de remédier aux violations de ses engagements en matière de respect des droits de l'homme et de principes démocratiques, sous peine de rupture de coopération entre les deux parties. La police de Chicago, dans l'Illinois, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice. Cette décision a été prise après la mort de Lacan McDonald, un jeune noir tué de 16 balles par un policier blanc.
Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.